Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce 1er novembre 2024 à 13h47 heure de Paris. Avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai fait une formation sur le thème prénatal. Alors le thème prénatal, c'est quoi? C'est votre réel thème, votre thème qu'on appelle de conception. Et sachez que dans l'Antiquité, le thème de conception était davantage important que le thème natal, et en réalité était plus important que ce thème natal. On utilisait ces deux thèmes pour en dire le plus possible sur l'existence du natif, et puis également sur ce qui se passait avant son existence, par exemple pour parler de ses parents, pour parler de sa famille, etc., etc. Évidemment, on va se servir du thème prénatal pour parler d'astro-généalogie, pour parler des difficultés de santé. Si vous êtes né avec des particularités, on le verra dans votre thème prénatal. Toutes ces choses-là, toutes ces particularités, et puis aussi comment trouver votre bon thème prénatal, parce que c'est pas évident au début, tout cela, vous pouvez l'apprendre, le lien est en description si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une formation, c'est une des seules formations en fait en France sur le thème prénatal. Je sais que Denis Labouret en avait fait une, et je connais personne d'autre qui en fait. Et donc, si ça vous intéresse d'apprendre cela, n'hésitez pas, le lien est en description. Il y a une petite offre promotionnelle jusqu'au 6 novembre. Maintenant, attaquons le vif du sujet avec cette nouvelle lune. On a pas mal de choses à dire aujourd'hui sur ce thème de nouvelle lune. Alors, premier élément, c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune, vous le savez, c'est une conjonction, un alignement entre la lune et le soleil. C'est le moment où la lune est le plus sombre possible. Donc évidemment, en astrologie, l'absence de température et surtout l'absence de lumière, la température c'est surtout lors d'une éclipse, mais l'absence de lumière est très mauvaise, donc la nouvelle lune a généralement très mauvaise réputation. Et ici, cette nouvelle lune va surtout signifier pour nous, en astrologie un petit peu populaire comme cela, une astrologie un petit peu générale, un nouveau cycle qui aura lieu donc à 9 degrés 35 du Scorpion. Donc le Scorpion, on sait que c'est la chute de la lune et que cette lune va dépendre de son dispositeur qui sera Mars, c'est-à-dire le maître du Scorpion, et ce Mars, il est dans son lieu de chute le plus paroxystique, c'est-à-dire que son lieu de chute c'est 28 degrés du Cancer, et là il est à 29 degrés, donc il est vraiment juste à côté, donc il est très très mauvais ce Mars, et évidemment le socle sur lequel reposent ces deux luminaires, donc le Soleil et la Lune, ça va être ce Mars qui sera totalement affaibli, totalement fragilisé, et donc forcément s'il arrive des choses à ce Mars, et on verra qu'évidemment il y a l'opposition Mars-Pluton, évidemment ça c'est pas bon du tout, donc on verra un petit peu de quoi il en retourne. Mais avant, il faut parler un petit peu du Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe fixe. Le Scorpion, c'est un signe justement régi par Mars. C'est aussi, donc, comme je disais, la chute de la Lune et l'exil de Vénus. Donc, ici, on a les deux planètes féminines de Vénus et de la Lune qui sont en débilité naturellement dans ce signe du Scorpion. Donc, le signe du Scorpion est un signe guerrier. C'est un signe... alors ça, vous trouvez beaucoup ça dans les textes traditionnels, surtout de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Le Scorpion, c'est vraiment le guerrier, parce que c'est Mars, tout simplement. C'est généralement celui qui a l'esprit un petit peu difficile, l'esprit qui a mauvais caractère, vous voyez. C'est le Mars ici qui va être un petit peu intériorisé. C'est pour ça qu'il y a souvent un côté un petit peu tortureux, mais un côté un petit peu autodestructeur avec le Scorpion. Il y a souvent cette idée. Alors bien entendu, le Scorpion, c'est pas que ça. Ne me dites pas en commentaire que je parle encore mal des signes. Ici, c'est tout simplement pour vous faire comprendre l'énergie générale du signe qu'on comprend à travers les planètes qui sont en débilité et les planètes qui sont en dignité. Mais évidemment, les signes, ce ne sont pas des traits de caractère, ça vient bien nous parler d'autre chose. Et donc, ce Scorpion, ici à 9 degrés du Scorpion, donc cette nouvelle lune, évidemment, ça vient nous parler des choses en lien avec le Scorpion. Le Scorpion, par analogie, c'est des choses qui sont en lien avec l'excrétion. C'est des choses que l'on enlève tout simplement, c'est-à-dire lorsque vous allez à la selle, lorsque vous urinez, ça c'est un symbole du Scorpion tout simplement. Le Scorpion, c'est donc cette idée de lâcher prise, cette idée
c'est pour ça aussi que c'est en astrologie indienne considéré, beaucoup d'astrologues le considèrent comme étant un domicile du nœud sud, parce que le nœud sud c'est lâcher prise, c'est lâcher tout ce qui doit être lâché pour trouver l'éveil, c'est ça le nœud sud en astrologie. Et donc le Scorpion a cette idée-là, a cette idée que soit il y a cette stagnation, un petit peu comme une eau morte, une eau boueuse, où viendrait un petit peu se macérer un petit peu voilà, des choses pas très claires, et évidemment ça c'est si on retient les choses, et comme c'est un signe fixe, le Scorpion, il y a souvent cette idée de retenue, et donc c'est vraiment on peut se servir de cette symbolique comme ça avec ce signe du Scorpion pour se poser des questions, se poser la question de qu'est-ce que je retiens, est-ce que cette chose que je retiens plus profond de moi, est-ce que je n'ai pas intérêt à la laisser partir. Ça peut être des choses intéressantes ici à se poser comme questionnement, comme interrogation, sur le point de vue un petit peu énergétique comme ça, symbolique, vis-à-vis de ce signe du Scorpion. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser les degrés symboliques. Et ici, nous allons regarder un petit peu ce degré symbolique, donc le 10e degré du Scorpion, donc 9 degrés 35 ici. On va commencer par le degré de calendrier thébaïque. Donc, c'était Volgin qui disait calendrier thébain. Donc, lune-soleil, on a ici l'image d'une tête d'homme grimaçante. Bon. Donc, on dirait un petit peu un clown, on dirait un petit peu un farceur. Hein. Et ici, le petit commentaire, c'est esprit habile à déguiser sa pensée. Ah, ok. Donc, ça peut nous parler de choses un petit peu louches, un petit peu brouillonnes, un petit peu confuses, un petit peu d'hypocrisie, hein, de coups bas, de traîtrise, de trahison. Ça, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir s'attendre pendant ces 29 jours, c'est les effets, en fait, simplement de cette nouvelle lune, du 1er novembre ici à la fin du mois, eh bien, à des traîtrises, à des trahisons, à des coups bas, à quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, et quelqu'un qui peut, pourquoi pas, au grand jour, se faire avoir à cause de ça. Ça peut être une possibilité, comme c'est une nouvelle lune, ça peut être aussi le nouveau cycle, un nouveau départ, par exemple, d'un traité de paix qu'on signe, et puis finalement, derrière, il y aura un coup bas. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont en lien avec cette nouvelle lune. Et puis, voyons un petit peu ce que nous dit le degré de la Volasphera. C'est la même chose, la même idée, homme portant un masque comme au théâtre. Bon, petit commentaire de Cépharial, caractère qui ne se montre jamais, entièrement, capable de simuler des qualités, nature taciturne, critique, sarcastique, qui déçoit, etc., etc. Donc vous voyez que on est sur l'idée peut-être que on va attendre quelque chose de quelqu'un qui finalement s'avérera tout autre. Est-ce que ça nous parle ici des politiciens américains? Possiblement. Est-ce que ça nous parle de politiques français? Possiblement aussi. Pourquoi pas? En tout cas, ici, c'est vraiment une énergie générale qui va se faire sur l'entièreté du globe. Cette nouvelle lune reçoit le trigone de Saturne qui est à 12 degrés 52 des Poissons, il est rétrograde ce Saturne, et il a donc un effet sur cette nouvelle lune. Sachez que, évidemment, Saturne, c'est une planète maléfique, une planète froide et sèche, c'est pour ça qu'elle est dite maléfique, parce que toutes les planètes sèches sont maléfiques en astrologie, et donc, c'est pas synonyme de mal, maléfique. C'est simplement synonyme de perturbation d'un domaine en question. Et Saturne, il a la particularité dans ses clés d'interprétation de séparer de ce qu'il touche et de donner du retard sur ce qu'il touche, particulièrement. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est les deux principales clés d'interprétation de Saturne, la séparation et le fait qu'on désespère aussi pas mal de choses parce que la chose n'advient pas comme on voudrait qu'elle advienne. Et ce Saturne donc, qui est un rapport ici à cette nouvelle lune, eh bien tout simplement bloque c'est cette idée-là. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à lâcher prise, tout ce qu'il y a à libérer se retrouve être bloqué avec Saturne. Donc ici, ça stagne, on est sur de la stagnation, on est sur l'idée que des choses vont commencer à macérer, on est sur ce nouveau cycle-là, on est sur des non-dits, on est sur des choses qui ne sont donc non dites, on est sur des choses qui, parce qu'elles ne sont pas dites, eh bien, vont prendre des proportions grandes et qui vont au final amener des grandes difficultés. Ces grandes difficultés vont être tout simplement notifiées par Mars, Mars qui est le dispositeur de cette nouvelle lune, le Mars qui est, comme on l'a dit, dans son lieu
quasi paroxystique de chute qui est 28 degrés, ici il est à 29. Et ce Mars, il est comment? Eh bien, il est avec plein de planètes. Il est en aspect à Neptune, à Uranus, à Mercure, et surtout un aspect partile, c'est-à-dire de même degré que Pluton. Bon. Alors, Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est l'évolution. Transformation, évolution. Bon. Donc, c'est l'évolution de Mars. C'est la transformation de Mars. Donc, c'est quoi? C'est on transforme les choses par Mars. Mars, c'est quoi? C'est la guerre, c'est la violence. On transforme les choses par l'action. Mais l'action qui est en chute. Donc, on essaie de faire des efforts, mais les efforts n'aboutissent à aucun résultat concret. La chute est, comme dit Ibn Ezra, comme un homme humilié, qui, pour contrebalancer ses défauts, eh bien, va au contraire les extérioriser. Là, il y a un petit souci. Donc forcément, c'est l'extériorisation de ce Mars, donc l'extériorisation de la violence, le défaut de la violence, des conflits, qui va évoluer avec Pluton, ici. Pluton-Mars, alors si c'était Pluton-Jupiter, ce serait apprendre à être heureux, hein, l'évolution du bonheur, mais là c'est l'évolution, au contraire, du conflit dans le monde. Évolution du conflit dans le monde, évolution des actions avortées, Mars en chute aussi. Tentative aussi avec Mars-Pluton de terrorisme, tentative d'attentat, bien entendu. Mars étant en chute, il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à l'eau, infection de l'eau, bactéries, virus, bon, des choses classiques vis-à-vis de l'eau, mais généralement c'est l'eau qui est polluée, c'est l'eau qui est infectée ou infestée de microbes ou de cochonneries. On est sur du Mars en Cancer. On peut être aussi éventuellement sur des caractéristiques au niveau des inondations qui peuvent reprendre de plus belle, des crues importantes, etc. Là, c'est du Mars classique qu'on avait déjà pendant un petit moment, puisque Mars est déjà en Cancer depuis un bon moment. Donc, ici, ça va être renforcé par Pluton. Ici. Donc, forcément, c'est l'évolution de cette caractéristique de Mars, martial. On fera une autre vidéo sur ce Pluton-Mars. Mars est aussi, comme on l'a dit, avec Neptune, Uranus et Mercure. Donc, déjà, vous savez que Uranus-Mars, ce sont des planètes qui se ressemblent. Ce sont des planètes qui sont en lien avec des événements soudains inattendus, des événements en lien avec la chirurgie, des événements en lien avec des massacres, des événements en lien avec des attentats. Donc là, il y a rebelote avec Pluton qui est évidemment en plus en opposition à Mars. Donc ça, c'est l'aspect le plus difficile ici. Donc, on a beaucoup de choses. On a quand même Uranus-Mars qui vient doter d'événements soudains, inattendus, peut-être des manifestations, des choses compliquées à ce niveau-là. Le Neptune qui vient nous renseigner sur un côté un petit peu plus, je dirais, épidémique, infection, encore une fois, bactériologie avec Neptune, quelque chose qui peut mettre en effroi, c'est une peur ici, il y a la peur d'agir, on est empêché d'agir, alors que quelque chose, des événements font qu'on doit agir, mais on ne le fait pas avec Neptune, parce qu'on a peur, avec cet aspect-là. Et puis il y a Mercure. Bon, alors le Mercure, lui, il est meilleur. Pourquoi il est meilleur? Il est meilleur parce qu'il occupe justement le Scorpion. Et donc, il occupe le domicile de Mars. Et je vous renvoie à un texte de Machallah au 8e siècle de notre ère. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Et ce texte, hop, je fais attention à mon micro. Ce texte, c'est quoi? C'est sur la réception. Et il nous dit ceci, il nous dit, si on prend, alors évidemment, j'actualise avec le thème qu'on a là, il nous dit, si Mercure occupe le domicile de Mars, ce qui est le cas, et si Mars aspecte Mercure, alors, puisque Mars reçoit Mercure et qu'il l'aspecte, eh bien, on peut s'attendre à des choses bénéfiques. Ah, ok. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec Uranus. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avec Neptune. Alors, c'est quelque chose qu'on avait aussi un petit peu avec Pluton. Parce que Pluton est à 29 Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans l'exaltation paroxystique
de Mars, qui est à 28 Capricorne. Donc, on va aussi pouvoir en retirer des choses bénéfiques quand même de ce Pluton-Mars. Est-ce que la chose bénéfique à en retirer, ce serait pas, au contraire, un projet avorté et donc une guerre remise à plus tard? C'est possible. Il y a quelque chose ici de plausible. Mais on a quand même avec ce Mercure-Mars, justement, heureusement qu'on a cette planète Mars, hein, Mercure, parce que justement, Mercure, c'est quoi? C'est la communication, c'est la diplomatie. Hein. Mercure, c'est cette idée de mettre de l'eau dans son vin, de s'adapter à l'autre. C'est une planète éminemment convertible, Mercure. Et donc, c'est une planète qui va faire en sorte d'être souple. Hein, c'est la souplesse. Et qui dit souplesse, dit quand même chance de ne pas tomber directement dans des choses absolument guerrières, absolument catastrophiques, puisque Mercure, c'est la raison. Et donc ici, il y aura quand même des choses de l'ordre de la raison qui seront dans cette équation, dans ces configurations des difficultés, de crimes avec Mars quand même, parce que ça va quand même avoir lieu bien sûr, de guerre, de choses un petit peu raides avec ce Mars quand même. Alors Mercure, c'est aussi les médias, donc on va aussi pouvoir en parler. Hein. Ça veut dire qu'ici, on va parler des choses difficiles, des choses en lien avec les conflits, éventuellement des choses en lien avec des infections de l'eau, des épidémies ou des choses de cet ordre-là. Ça va quand même avoir lieu avec Mercure. Et on va en entendre parler. On va même en entendre parler de manière très soutenue, parce que c'est dans un signe fixe, le Scorpion, hein, tout simplement. Ce Mercure, il est également en aspect à Neptune, à Pluton et à Uranus. Bon. Alors, je vais aller assez vite ici. L'idée de Mercure-Neptune, c'est quand même une certaine forme de gaucherie. Si vous voulez, une fois j'avais lu une interprétation d'une astrologue indienne très intéressante, qui m'avait fait beaucoup rire, sur Mercure-Neptune, qui disait « être un gaucher dans un monde de droitiers ». C'est vraiment ça. Quelqu'un qui a des configurations fortes de Mercure-Neptune, déjà elle peut être tout à fait gauchère ou ambidextre, mais c'est l'idée souvent d'avoir des goûts particuliers, une forme de bizarrerie dans les goûts. Par exemple, ça peut être l'idée d'aimer, par exemple, pour quelqu'un qui est né avec ces configurations, d'aimer des goûts particuliers ou des textures particulières, vous savez. La gélatine, des choses comme ça. Bon. Et donc, Mercure-Neptune, évidemment, ça peut faire en sorte que la conversation, la communication doit passer par un stade supérieur. C'est-à-dire doit passer par une forme d'intuition, doit passer par une forme de créativité, doit passer par une forme, je dirais presque, d'écouter, je dirais, son instinct, mais le plus direct. Hein. C'est-à-dire l'instant le plus direct, bon, c'est une autre forme pour parler d'intuition, mais intuition, ça peut être un petit peu orgueilleux, un peu prétentieux, alors que l'instinct, tout le monde comprend un peu ce que c'est. Donc, Mercure-Neptune, on doit passer par ce niveau-là. Sinon, c'est la confusion de la raison, la confusion de la communication. Bien entendu, Mercure-Neptune, c'est la manipulation. On le sait. Et donc, Mercure-Neptune, c'est manipuler. Rappelez-vous, cette lune, homme portant un masque comme au théâtre. Le théâtre, on est sur Mercure. Hein, on est sur cette manipulation. On est sur la manipulation fixe. On est sur la manipulation guerrière. On est sur toutes ces choses-là. Même si on a vu que Mercure pouvait apporter des choses, hein, ça n'enlève en rien à l'interprétation de tout à l'heure, des choses qui font en sorte quand même de tempérer la situation. Bon, donc on a quand même pas mal de choses ici avec ce Mercure-Neptune particulièrement, surtout ici, donc je prends vraiment l'aspect le plus proche pour pas trop être long. Donc voilà les grandes énergies. On a quand même aussi un petit aspect de Jupiter-Vénus, quand même, en opposition, mais encore une fois, même si c'est une opposition ici, Vénus occupe le domicile de Jupiter, donc c'est une réception également. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être en lien avec des finances. Jupiter, c'est les finances, par exemple. Alors c'est pas que ça, hein, mais ça peut être aussi en lien avec des finances. Donc ici, par exemple, Jupiter rétrograde, on peut attaquer l'aspect économique, l'aspect financier. Par exemple, et puis Vénus, voilà, on essaie
faire des traités, de faire des accords, de signer des accords, de signer des traités en lien avec le fait d'être contre l'argent, hein, voilà, le fait d'être contre les riches, les ultra riches, les choses comme ça. Ça peut être des lois contre eux, hein, ça peut être des choses comme ça, tout à fait comme ça plausible. Jupiter, c'est aussi, bien entendu, tout ce qui s'apparente à la légalité, tout ce qui s'apparente aux femmes, Vénus. Donc ça peut être des choses qui vont toucher les femmes. Par exemple, il peut très bien arriver des événements subis par rapport aux femmes, ou par rapport à la féminité, et des nouvelles lois par rapport à ça. Ou alors, ça peut être des choses un peu plus, comment je pourrais dire, qui touche la féminité, Vénus. Vénus, on sait que c'est les relations, on sait que c'est la féminité, et Jupiter, ça peut être quelque chose d'officiel, quelque chose qui peut par exemple être le mariage. Jupiter-Vénus, ça peut être des choses en lien avec le mariage, des choses en lien avec l'union, hein, l'union officielle. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas ici une union officielle en lien avec la politique, ou des politiques en lien peut-être avec une coalition, hein, de nouveaux accords, de nouvelles alliances, hein, Vénus-Jupiter, possiblement ici. Maintenant, on va faire un petit tour de panorama très rapidement pour vous parler des 2 signes astrologiques. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, donc si vous êtes... Alors, je vais surtout parler des ascendants, parce que l'astrologie savante, on parle surtout des ascendants. C'est vraiment ce qui est plus important. Alors, on m'a posé la question récemment, pourquoi je parle surtout des ascendants? Parce que des ascendants découlent les maisons astrologiques. Et les maisons, ça parle des domaines de vie, tout simplement. Donc c'est ce qui va être le plus précis. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien cette nouvelle lune va toucher votre corps, votre santé, votre mode de vie, votre apparence, la manière dont vous vous peignez, vous vous habillez, la manière dont vous prenez soin de vous. Ça va être votre santé, votre corps de manière générale, et plus particulièrement votre vie aussi, hein, comment vous vous sentez, votre mode de vie, les choix que vous faites par rapport à votre chemin de vie, etc. etc. Si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien ici cette nouvelle lune vient nous parler de votre passé, de vos vacances. Alors ça peut être des choses qui remontent un petit peu à la surface, des choses que vous pouvez libérer, hein, on revient à ça, par rapport à votre passé, un nouveau cycle aussi par rapport, pourquoi pas, à des vacances, à un repos, vous avez besoin de sommeil probablement, donc il y a quelque chose comme ça qui peut être intéressant pour vous les ascendants Sagittaires. Pour les ascendants Capricorne, eh bien cette nouvelle lune est peut-être ici quelque chose à lâcher par rapport à vos amis, ça peut être un nouveau cycle par rapport à vos amis, ça peut être un nouveau cycle par rapport à votre réalisation de vos désirs, par rapport à vos clients, en fonction de votre contexte, par rapport à vos collègues, par rapport possiblement à votre salaire ou aux avantages tirés du travail comme les tickets resto par exemple, ou une voiture de fonction, hein, notamment. Pour les ascendants Verseau, oui, on est ici donc sur un nouveau cycle qui va concerner votre travail, vos actions, votre carrière si vous travaillez, votre mère aussi possiblement, ce qui va nous parler ici de la sphère maternelle ou de la sphère professionnelle. Un nouveau cycle, peut-être quelque chose à lâcher, quelque chose à libérer de ce côté-là, peut-être aussi tout simplement un nouveau projet qui aura cours à travers ce mois de novembre. Pour les ascendants Poissons, ascendant Poisson, eh bien ici c'est un nouveau cycle par rapport à vos études, par rapport à votre foi, par rapport à la conception que vous faites du monde ici, avec ce Scorpion qui vient ici activer votre maison 9. Ici ça peut être aussi ce qui a lâché des croyances. Vous pouvez lâcher des croyances ici. Pour les ascendants Bélier, on est ici sur votre maison 8. Attention, on fait peur la maison 8. Alors c'est quoi? C'est l'introspection, c'est l'argent de la famille. Hein, c'est-à-dire qu'ici, ça peut être un nouveau cycle dans la gestion de l'argent de la famille, dans la gestion de l'argent d'autrui. Ça peut être un nouveau cycle, par exemple, vous avez de nouvelles aides sociales, vous avez un nouvel héritage, vous avez le conjoint ou la conjointe qui gagne de l'argent, ou en tout cas, ça parle de sa gestion de l'argent financière à lui. Hein, ça va nous parler un petit peu de ces choses-là. C'est aussi, ça peut pourquoi pas être aussi en lien avec votre rapport à la mort, votre rapport à l'au-delà. Pourquoi pas sur un plan un petit peu plus psychologique. Pour les ascendants Taureaux, et je fais vite parce qu'il y a ma petite qui va bientôt se réveiller, je pense. Pour les ascendants Taureaux, c'est un nouveau cycle sur la relation. Est-ce que vous n'ayez pas un nouveau départ à construire, quelque chose à peut-être pourquoi pas à lâcher
aussi dans votre relation, notamment relation amoureuse, mais pas que, dans les relations de manière générale, peut-être une rencontre, ici qui peut s'établir également. Pour les ascendants Gémeaux, on est ici sur votre maison 6, donc un nouveau cycle concernant votre quotidien. Nouvelle routine, nouvelles habitudes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez à lâcher concernant vos mauvaises habitudes qui entraîneraient de la mauvaise santé possiblement. Ici pour vous les ascendants Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, ici, eh bien, ça va toucher la maison 5, donc on est particulièrement sur le domaine des plaisirs, sur le domaine des enfants, sur donc peut-être un nouveau cycle par rapport aux enfants, peut-être un nouveau départ par rapport à eux, ou quelque chose à lâcher par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation possiblement. Peut-être qu'on doit lâcher prise un peu plus, par exemple, ou faire quelque chose de nouveau par rapport à un enfant. Alors si vous n'avez pas d'enfant, c'est peut-être par rapport à une liaison, par rapport à une relation importante, par rapport à votre relation à l'amour, par rapport à vos plaisirs, ou votre manière de créer ou d'apprendre. Tout ça, c'est de l'ordre de la maison 5, vous voyez, ce sont des maisons qui ont plein de richesses au niveau des domaines qu'elle porte en elle. Lion, ascendant Lion donc, ici ça va toucher directement votre maison 4. Alors c'est quoi la maison 4 ? Eh bien c'est vous-même, c'est votre intériorité la plus profonde, c'est votre bonheur. Donc peut-être qu'il y a des choses importantes qui vont toucher le passé. Ce que vous êtes, c'est votre identité, le fond de votre identité. Donc ici ça peut être, je pense à des choses du passé, qui suis-je, qu'ai-je fait dans mon passé pour devenir ce que je suis devenu. Vous voyez toutes ces petites questions que vous allez pouvoir vous poser. C'est aussi évidemment tout ce qui s'apparente à votre foyer, des choses qui vont toucher votre père, des choses qui vont toucher, ou les parents de manière générale, ou vos grands-parents, ou des choses qui vont vous comporter, vous parler d'immobilier, de peut-être aussi s'occuper un peu plus du foyer. Bref, un nouveau cycle concernant cela. Ça peut être une nouvelle femme de ménage, ça peut être une personne qui s'occupe des enfants, je parle de ça parce que c'est ce que j'ai en ce moment. Donc c'est quelque chose qui touche tout simplement cette maison 4, votre foyer particulièrement. Pour les ascendants Vierges, eh bien on est ici sur la maison 3, ça peut toucher nouveau cycle par rapport à votre fratrie, frère ou sœur, par rapport aussi, pourquoi pas, à vos compétences, à vos nouvelles manières d'entreprendre aussi, pourquoi pas, entreprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de curiosité, vous intéressez à quelque chose de nouveau, c'est l'intérêt de la maison 3, et ça peut être aussi les déplacements, bien sûr, de nouveaux déplacements, des déplacements importants, ou peut-être que vous allez arrêter de vous déplacer parce que vous devez aussi lâcher quelque chose par rapport à ces choses-là. Et puis enfin, l'ascendant Balance, je suis vite parce que j'ai bientôt plus de batterie sur mon appareil photo, et donc ascendant Balance, ça va toucher directement vos finances, la manière dont vous allez vous nourrir, peut-être que vous devez lâcher prise sur la manière dont vous vous alimentez, ou peut-être que vous devez au contraire enlever des choses sur la manière dont vous vous alimentez pour, encore une fois, être en meilleure santé, ou peut-être que faites attention à ce que vous allez dire, ou à l'inverse, en fonction de votre contexte évidemment, mais ça va être cet enjeu de vous poser des questions, que dois-je lâcher et que dois-je entreprendre de nouveau par rapport à l'argent, par rapport à votre alimentation, à son balance, et par rapport à ce que vous dites ou votre voix de manière générale. Voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à venir commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me faire un petit coucou en commentaire pour faire tout simplement avancer l'algorithme et faire en sorte que la chaîne puisse ressurgir un petit peu des bas-fonds de YouTube. Et puis n'hésitez pas, si vous désirez vous former, à cliquer sur le lien en description. Formation promo jusqu'au 6 novembre. Je vous laisse sur ça. Bye bye.